Oui, donc je suis effectivement Thierry Delors, donc je travaille déjà assez à la sous-direction des études de la direction du transport aérien. Alors la DGAC, direction générale du ministère qui dépend du ministère des Transports, hein. Donc la direction du transport aérien, c'est la direction qu'on appelle régalienne, donc qui s'occupe, comme ça a été dans le reportage, de tout ce qui est sûreté, mais aussi aéroport, compagnie, environnement, droit du travail, etc. Donc nous, on est plus particulièrement dans la partie sous-direction des études et on alimente donc, toutes les administrations qui ont besoin de données, etc. Donc là, voilà, l'origine de nos données, c'est ça. Et l'outil qu'on utilise, je vais vous parler maintenant, pour modéliser les émissions, ça s'appelle Tarmac. Donc, Tarmac, c'est un acronyme, hein, qui veut traitement, etc. Mais pas forcément ça le plus important. Donc, comment ça fonctionne, Tarmac? En fait, on utilise une base trafic, hein, puisqu'on connaît le trafic très détaillé sur tous les aéroports touchant la France, enfin, de la France, hein, tout le transport, le trafic aérien touchant la France au départ ou à l'arrivée. Donc, à chaque fois, on connaît le type avion, la destination, etc., les moteurs. Donc, ça permet de bien caractériser chacun des mouvements. On utilise par ailleurs des bases d'immatriculation qui permettent donc, de rattacher, quand on connaît l'immatriculation, on a bien le type avion et le moteur. On a par ailleurs des bases de paramètres, hein. Alors, pour les types avions, ce sont des données issues de compagnies aériennes ou de différents modèles, hein. Donc, pour chaque type avion, on a des ABAC, consommation par distance. Pour les moteurs, on utilise les tables d'émission de l'OACI, hein, les tables LTO. Voilà, donc là, on a un jeu de données très, très complet. Et à partir de ça, donc Tarmac fait le lien entre tout ça. Donc, en fonction de la distance, du type avion, du moteur, il va calculer des consommations et des émissions qui vont avec. Et puis, alors, ce qui est important aussi, c'est que, alors, il y a des bouclages, hein, pour que le modèle soit, disons, raisonnablement fiable. On travaille avec des compagnies pour vérifier qu'on obtienne des données, des résultats comparables. On travaille aussi, on contrôle le résultat final en vérifiant que les données, les ventes de carburant chaque année en France correspondent aux consommations qu'on a évaluées. Donc, on arrive à faire ça à peu près avec une précision de l'ordre de 1 ou 2%. Donc, c'est plutôt, ça donne une confiance, une certaine confiance dans le modèle. Donc, après, donc, ça, c'est l'outil Tarmac. Et donc, l'outil Tarmac, hein, il couvre ce qu'on trouve habituellement dans tous les modèles d'émission. Il y a toute une phase ici en rouge, hein, sur le profil du vol, le décollage, atterrissage. Donc, on identifie bien la partie LTO, la partie croisière, une autre partie Altéo à l'arrivée, qui notamment couvre le taxi time, et une partie APU pour les APU, c'est plutôt des forfaits, hein, les forfaits OACI, en fonction des types avions, mais on n'a pas une connaissance très très fine des APU dans la mesure où il faudrait connaître le régime de l'APU, combien de temps elle a fonctionné, quand est-ce que l'avion était sur le 405 ou pas. Un jour, peut-être qu'on pourra s'améliorer là-dessus. Maintenant, sur cette partie APU, on fonctionne plutôt par forfait. En revanche, sur tout ce qui est LTO, c'est-à-dire toute la partie roulage notamment, comme on a des données très précises, leurs blocs, leurs pistes, etc., on connaît le taxi time au départ et à l'arrivée. Donc là, ça, on peut le modéliser assez finement. Et Monsieur puis, Delors, vous pouvez préciser ce que c'est qu'une APU? Je ne suis pas certain que tout le monde alors, ait ça en APU, ce tête. sont les auxiliaires de puissance, hein, c'est ce qui permet à l'avion de démarrer ses moteurs ou de fournir de l'énergie quand il est en stationnement ou de l'énergie, de la clim, etc. C'est l'unité de puissance auxiliaire. Donc, c'est finalement un tout petit réacteur qui est en général dans la queue de l'avion et qui fournit l'énergie auxiliaire tant que les moteurs principaux ne sont pas en route. Et ça, évidemment c'est une source d'intérêt particulier puisque en termes d'émissions locales, ça peut avoir. Et donc, les aéroports se lancent souvent ont des projets notamment de s'équiper à ce qu'on appelle en 400 Hz, ce qui permet de brancher l'avion sur un réseau électrique local, hein, et donc d'éviter des émissions d'APU. Il y a même des réglementations qui conditionnent les temps d'utilisation de l'APU. Donc, il y a ça fait partie des domaines ciblés de près pour pouvoir travailler sur les émissions locales. Voilà, donc
on l'estime hein, par des forfaits, cette partie-là, mais pas forcément de façon très précise. Voilà. En revanche, on est assez précis, je disais, sur tout ce qui était LTO et croisière, puisque là, comme je disais, on a des données avec des paramètres, donc on arrive à bien caler. Donc voilà, voilà ce que c'est Tarmac. Et donc à peu près, hein, un ordre de grandeur, c'est 2 millions de mouvements qui touchent la France chaque année. Hein. Donc, départ plus arrivée, métropole plus outre-mer. C'est à peu près 2 millions. Voilà. Tout ça, on les a dans notre base trafic. Donc, chaque année, on est capable de faire des inventaires ou des calculs sur ce trafic. Alors, après, un autre intérêt aussi d'avoir un modèle, c'est que ça permet non seulement de faire le distinguo entre LTO et croisière, et ça permet aussi de répartir les calculs d'émissions en trafic domestique ou international ou en type avion, les turboprops, les jets, les pistons, etc. Voilà, chose qu'on ne pourrait pas faire facilement si on avait quand on a quand on a uniquement les ventes, par exemple, on a les chiffres totaux, mais on n'est pas capable de faire ces splits. Donc, un modèle comme Tarmac permet de faire ces répartitions. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ensuite avec Tarmac? Hein, on fait des calculs et puis après, évidemment, on les exploite. Enfin, parmi les productions qu'on assure, hein, il y a ce qu'on appelle l'éco-calculateur en ligne, hein, l'éco-calculateur de la DGAC. Vous avez l'adresse ici, à peu près au milieu à droite, là. Pour ça, l'éco-calculateur DGAC, ça permet aux internautes qui le souhaitent d'aller voir combien d'une estimation de la consommation par vol ou par passager équivalent quand sur les principales liaisons que font la France, Paris-New York, Paris-Lyon, enfin Paris-Lyon, c'est un peu spécial, mais Paris-Toulouse, Paris-Nice, etc. Paris, voilà. Nice, euh, Nice-Rome, etc. Voilà. On peut choisir le départ et l'arrivée, et l'éco-calculateur va fournir l'émission euh, moyenne en tenant compte de la flotte et du remplissage des avions qui desservent cette liaison, enfin des chiffres de trafic réels des types avions, et donc ça donne une valeur agrégée. Hein. On ne donne pas ça vol par vol, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il faudrait savoir s'il y avait du vent, s'il faisait chaud, s'il était. Voilà, tout ça, ce sont des valeurs moyennes, hein, évidemment. Les abacona de consommation de distance kilomètre, ça intègre, disons, les conditions opérationnelles moyennes trafic aérien. Voilà, il y a l'éco-calculateur. Et l'autre production que permet de faire Tarmac, hein, c'est le bilan des émissions. Celui-là, il est disponible en ligne sur le site du ministère. Bon, alors j'ai mis quelques exemples, mais c'est pas forcément ça enfin, on ne va pas regarder dans le détail, mais disons que vous verrez si vous allez voir ce bilan des émissions, on y trouve des chiffres des globaux France, hein, les émissions de CO2, et on y trouve les émissions de gaz polluants. Et on y trouve un détail des fiches d'aéroport, des 12 principaux aéroports en français, et avec des chiffres assez très détaillés. Voilà. Alors ça, ce sont des cours qui en sont extraites, hein, le type de cours qu'on trouve dans le bilan d'émission. On voit par exemple, alors là, la courbe en haut à gauche, c'est au cours des années, les évolutions des émissions. Hein, ça remonte aux années 2000 jusqu'aux années 2021. On voit très bien que les 2 dernières années, 21-22, il y a eu une forte baisse. Hein. Et puis là, par exemple, c'est un split pour savoir quelle est la part du domestique, de l'outre-mer, de l'international moyen courrier ou long courrier. Voilà. On voit comme ça les évolutions, enfin, la part respective de chacun de ces faisceaux, et on y voit aussi comment ça évolue au cours des années. L'autre courbe qu'on peut y trouver, c'est celle qu'on voit en haut à droite là. On voit les consommations unitaires. On divise les consommations totales par le nombre de passagers kilomètres transportés. Et on trouve un phénomène assez bien connu, hein, c'est depuis une vingtaine d'années, il y a une amélioration, enfin, il y a une baisse progressive des émissions ou de consommation, ça c'est lié évidemment, en grammes de CO2 par passager kilomètre transporté. On trouve ce chiffre habituel qu'on trouve à peu près, il y a une progression de l'ordre de 1% par an ou 1,5. Alors
Alors, ça peut s'expliquer à la fois par des progrès technologiques, mais aussi par une évolution des flottes avions, hein, le fait qu'il y ait des avions plus gros, par exemple, qui transportent plus de passagers. Donc, en émission unitaire, ça améliore les choses. Et on voit, par exemple, les 2 dernières années, évidemment, les années 20, depuis la crise du Covid, 2021, le trafic aérien est fortement baissé, puis les remplissages ont fortement bossé, donc on baissé. Donc les émissions totales ont baissé, mais les émissions unitaires par passager ont eu tendance à monter un petit peu, les avions étant moins bien remplis. Vous voyez, ça se voit dans les résultats qu'on obtient. Et en bas à droite, on voit une comparaison hein, entre il y a une courbe bleue et une courbe rouge. Il y en a une qui est celle issue du calcul et l'autre celle qui est issue des ventes. Donc, ce sont les Total France année par année. Ça cadre, et ça cadre bien à quelques pourcents près en fait. Voilà. Donc ça, c'est le modèle. Le modèle permet aussi, on peut trouver dans le bilan, hein, on voit une carte là de France avec des points rouges ou bleus. Alors pourquoi rouge ou bleu? C'est qu'on identifie par exemple ce qui est le trafic commercial ou non commercial, et puis on le localise en fonction de la taille de l'aéroport, de la contribution de chacun des aéroports. Alors en CO2, c'est pas forcément, la pollution locale n'a pas beaucoup de sens. Le CO2, ça a par nature une vocation, disons, planétaire. Hein, donc, le lieu d'émission, pas grand-chose, mais c'est plus une vision, disons, de la contribution aux émissions, relative aux émissions. Voilà. Ça permet de faire ça avec le modèle Tarmac. Voilà. Et enfin, donc ça, c'est ce qu'on fait. Maintenant, je voulais dire quelques mots dans le futur, hein, ou de la façon dont on envisage les choses. Alors, on reçoit beaucoup de demandes des aéroports ou des ASCA, c'est logique, pour nous demander justement des données de trafic ou des estimations d'émissions. Donc, on répond au coup par coup à ces demandes en fonction de. Alors, il peut y avoir des fois des méthodes de travail un peu différentes, donc la granularité ou les formats sont un peu différents, mais on y répond autant qu'on peut. Pour harmoniser, homogénéiser tout ça et faciliter le travail de tout le monde, on a commencé à travailler depuis quelques années sur un projet de convention qui consisterait à fournir des données au bon format, avec une diffusion bien cadrée, un contenu, une interprétation des différents champs qui sont connus dans les données, bien qu'on est sûr que ce soit la même. Donc, on a commencé à travailler sur une convention qui définit tout ça, avec une granularité assez fine pour pouvoir distinguer chaque aéroport, etc. Et donc ça, c'est en cours. Donc on espère bien, on devrait pouvoir boucler cette convention et la mettre en œuvre, donc fournir des données, grosso modo, actuelles par aéroport à chacune des ASCA concernées. Donc ça, c'est la partie données. On est très intéressé aussi, c'est ce qu'on fait autant qu'on le peut, hein, pour faire des comparaisons, croiser les données entre notre modèle Tarmac et celui qui sort des méthodes utilisées par les ASCA. Des fois qu'il y a quelques différences, ça peut s'expliquer, hein, mais c'est important de bien de les comprendre et puis de vérifier que tout ça reste des ordres de grandeur cohérents. Et puis une autre, donc on travaille ensemble et on continuera à le faire. En tous les cas, on est tout à fait volontaire pour ça. Et on continuera à travailler aussi, par exemple, pour des évolutions tarmac. Hein. Une chose une évolution qui a lieu actuellement, qu'on commence à prendre en compte, c'est les SAF, hein, les carburants durables, c'est-à-dire hein, tout ce qui est issu du recyclage ou des carburants de synthèse, qui évidemment pris globalement un impact CO2 fort différent de celui d'un carburant fossile. Mais évidemment, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, hein, selon les types de carburants, selon la quantité à incorporer. Donc voilà, on a du travail à faire là-dessus et je pense que dans les années à venir, ça va être un domaine important à étudier et à modéliser et à faire des liens avec. Donc on a déjà des échanges avec les ASCA et on pourra pas y en avoir d'autres et ce sera bien volonté qu'on le fera. Voilà.
Eh bien, Merci. Monsieur Delors, vous avez d'abord tenu parfaitement le temps qui vous était imparti, donc un grand merci pour cela. Il y a déjà pas mal de questions, donc une première remarque de Monsieur Moati qui nous dit que le calculateur n'était pas accessible, mais il y a quelqu'un de l'équipe qui nous dit que si, donc bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un problème sur le calculateur? L'éco-calculateur? Oui, sur l'éco-calculateur que vous avez évoqué. Ah, Bon, a alors, priori, c'est à vérifier, mais il est bon, possible qu'il y ait une adresse, oui. Alors, je crois qu'en fait, dans l'adresse, il y a eu un changement. Il faut enlever le point DTA qu'il y a juste après co-calculateur. On vient d'apprendre ce changement très récemment. Les informaticiens ont leurs règles que des fois, qui sont tout à fait légitimes, hein, mais je suis désolé, j'ai pas eu le temps de corriger. non, non, mais pas de problème. Essayez, Hop. essayez normalement avec cette adresse, mais sans mettre le point DTA qu'il y a juste après éco-calculateur. Très bien. Ça Merci devrait pour cette marcher. précision. Ensuite, on a des questions sur le volet approche moyenne, approche particulière. Vous avez évoqué hein, donc l'approche moyenne. Donc, une des questions porte sur les types d'avions qui sont distingués et est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'aller jusqu'à un avion particulier donc, et sur la saisonalité. Comment est-ce que vous intégrez cette notion-là est-ce que ça a une influence? Alors, Hervé Champion en particulier. ce qu'on appelle les types avions, c'est les types avions au sens OACI. Ça veut dire, il y a des codes OACI là, officiels. On a 320, 737, 200, 300, 400, 500, un 777, un Airbus A330, 300 ou 200. Voilà. Donc, ouais, on descend on descend pas plus bas, on descend pas aéronef par aéronef. Ça serait pas forcément. Enfin, après, quand on se noie trop dans les détails, après, on n'a pas forcément un résultat plus précis, hein, parce qu'après, si on met des tas de paramètres, mais qu'après, on est capable de dire combien ils valent pour chacun des vols, on n'a pas gagné grand-chose. En revanche, donc, la réponse à la question, c'est on descend au type avion au sens code OACI, quoi. Voilà. Alors, la saisonnalité, on en tient compte mais, assez directement, mais en fait, comme on fait par exemple là, je vous ai montré une courbe de consommation par passager équivalent. Évidemment, quand l'été, les avions sont plus pleins, ça va se voir dans les consommations unitaires en quelque sorte. Mais sinon, on ne fait pas de saisonnalité. On n'introduit pas dans le modèle, je sais pas moi, des choses comme le vent ou l'altitude réelle à laquelle l'avion vole. Voilà. On a des consommations, disons, moyennes qui correspondent à des conditions d'exploitation moyennes, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a pas mal de questions déjà, hein. Je vois que vous êtes en forme ce matin. Est-ce qu'il y a des comparaisons, modèles, mesures qui ont déjà été mises en œuvre? Et je complète, comment est-ce que vous travaillez aussi avec les autres aéroports internationaux à travers l'Europe ou le monde? Est-ce que finalement ces démarches-là sont partagées? Je pense au CO2 en particulier, hein, qui est sans doute un enjeu assez largement partagé. Donc, d'abord, comment tout ça est validé? Et deuxièmement, comment est-ce que vous vous comparez finalement ou travaillez avec les autres pays? Alors, on n'a pas de coopération directe avec les autres pays, mais alors comment c'est validé? Ben, je vous le disais, hein, c'est validé, par exemple, notamment à partir on compare avec les ventes, hein. On travaille notamment avec le site pas là-dessus, puisque et le site, mais, y compris sur le résultat, mais aussi sur la méthode. En fait, le tarmac est utilisé pour faire la partie transport aérien des inventaires hein, nationaux. Alors les inventaires, ils sont globaux, hein, toute l'industrie, tous les modes de transport, etc., l'agriculture. Pour la partie transport aérien, c'est nous, des GAC, avec Tarmac, on travaille avec en lien avec le CITEPA pour faire ça chaque année. Donc là, disons il y a des questions de méthodologie qui sont validées dans ce cadre-là. Et puis eux, après, reportent tout ça au niveau mondial, hein, c'est au niveau ONU, donc on est une partie de tout ça, mais après, il n'y a pas forcément des comparaisons très directes. Après, au coup par coup, ça peut se faire, hein. Il y a très volontiers, si jamais vous avez des idées ou si quelqu'un voulait faire des comparaisons, on pourrait le faire, hein. Voilà. Merci. Alors après, on a beaucoup de questions qui seront traitées dans les exposés suivants. Donc, je ne les reprends pas Oui, sur oui. les polluants non réglementés, la façon dont se distribuent les émissions en fonction des types d'avions. Alors, j'ai une question alors, qui nous lance, je ne sais pas si je la pose tout de suite.
de Jean-Luc Savelli, donc mon homologue de Corse, qui me dit beaucoup de personnes sollicitent les ASCA, donc les homologues d'Atmos Sud, sur les chemtrails. Avez-vous des éléments scientifiques sur ce type de sujet? Alors, je vous propose de faire court. Alors, c'est effectivement un sujet très compliqué. Alors, c'est vrai que c'est très, il y a eu des tas d'études là-dessus avec des estimations qui peuvent varier de. En fait, il y a des études où c'est un facteur zéro et d'autres un facteur 8, quoi. Donc, voilà, par rapport aux émissions, aux effets de serre dus strictement au CO2. Après, faute comme on n'a pas de données fiables à ce sujet, nous, on met pas de facteurs. Après, libre à ceux qui souhaitent le faire de le faire, hein, mais on ne le met, on met pas de facteurs dans les données qu'on sort. Quand on va sur le site de l'ADEME, sur la base carbone, maintenant, alors, il y a deux chiffres publiés. Il y en a un qui est le simple, sans facteurs liés au train de condensation. Et après, il y a d'autres chiffres où eux, ils ont, entre 0 et 8, ils ont dit que, voilà, ils ont choisi deux, qui sont, ce qui est peut-être raisonnable, mais voilà. En tous les cas, nous, on n'a pas à ce stade de chiffres fiables à fournir et donc, on s'abstient. Très bien, merci. Alors, j'ai une Pardon, question. si je peux Ah, me Charlie, permettre, pardon. Dominique, je pense que la question de Jean-Luc est mal posée, hein. Jean-Luc, tu as écrit chemtrail. Alors, chemtrail, c'est une question qui se rapproche des conspirationnistes, hein. Ça veut dire que des avions volent et en profitent pour relarguer ce qu'ils auraient mis dans des containers, hein. Donc c'est répandre des déchets dans l'aérien. Je pense que Jean-Luc a voulu parler des contrails, c'est-à-dire les traînées de condensation, bon, qui sont, elles, un réel problème, hein, puisque ça Oui, mais arrive lorsque. moi, je parlais bien de ça aussi. Eh bien oui, mais c'est Donc, marqué c'est des chemtrail. conversations, c'est bien ça, oui. Donc, je tiens Oui. vraiment à préciser de faire la distinction entre contrail, qui sont les traînées de condensation, qui sont un réel problème scientifique, hein, à étudier, et les chemtrails, qui sont, bon, ben, c'est du, voilà, je vais dire, comment imaginer qu'on répande dans l'air des composés dont on veut se débarrasser en le rapprochant parfois des épandages, hein, de pesticides sur des cultures qui, eux, ont été et continuent dans certaines parties du monde à être réelles, hein. Donc, bien distinguer, chemtrail, c'est du conspirationnisme en général, et contrail, c'est un réel problème. Et vous avez, Monsieur Delors, en partie répondu, hein. Merci. Oui, je Merci. parlais bien, moi, je parlais des traînées de condensation. J'ai bien compris que vous parliez de ça. C'est vrai que c'est un terme qui alimente largement les discussions. Alors, après, j'ai des questions purement techniques. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais alors, des questions d'actualité. Actuellement, il est difficile pour les aéroports d'obtenir des fichiers correspondance immatriculation moteur récent. Le dernier fichier disponible pour l'aéroport de Toulouse, par exemple, Blagnac, couvre 2015-2019. Pourquoi la DGAC ne fournit pas de données plus récentes? Est-ce qu'elles existent? C'est les collègues d'Occitanie qui posent cette question. Alors, oui, effectivement, c'est une question. Mais alors après, ces données existent, mais elles sont vendues. Enfin, il y a des fournisseurs qui les vendent, en fait, hein. Donc, c'est difficile de les redistribuer gratuitement. Après, il y a des questions de licence et de droit de propriété, de droit de propriété, quoi. Voilà. Donc, on peut fournir des données à la fin des calculs qui sont issus de ça, mais de fournir les bases de données, c'est pas. Hein, avant, il y avait Cirium notamment qui fait ça, hein. Enfin, avant, il s'appelait Ascent. Il y a CH Aviation, il y a des fournisseurs de données, mais c'est payant, quoi. Donc, c'est pas, on peut pas les mettre à disposition sans limite, quoi. Et alors ça, c'est une question importante. Vous avez évoqué les conventions et finalement le fait de fluidifier les relations avec les ASCA. Alors ici, vous avez la Hmm. plupart des ASCA qui sont présentes. Oui. Est-ce que cette question de la valorisation économique, c'est une limite pour la DGAC ou comment est-ce qu'on pourrait appréhender cette question si on voulait fluidifier un peu ces transmissions sans évidemment que ça coûte des fortunes aux acteurs d'intérêt général, hein, parce qu'on est quand même dans la même barque sur ce sujet. Je vous lance la question, hein, on va peut-être pas y répondre tout de suite, mais en tout cas, c'est une Oui, demande. oui, je la comprends très bien, mais c'est pas forcément évident d'y répondre. Alors, alors, on a plutôt là, quand je parlais de convention tout à l'heure, finalement,
on approche la question un peu par l'autre bout. En fait, l'idée, c'est de fournir des résultats de calcul suffisamment, avec une granularité suffisamment fine pour qu'elle puisse après vous servir à reconstituer vos agrégats. Après, est-ce que vraiment dans chacune des ASCA, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des modèles assez fins pour remonter jusqu'à l'immatriculation? Voilà, mais on pourra peut-être en parler, hein, voilà. Je pense que c'est un sujet qui va arriver de plus en plus, mais en tout cas, en effet, je Oui, pense une session peut-être de travail sur ces sujets. Alors, j'ai une question précise que je ne comprends pas, mais je la lis. Atmo Hauts-de-France qui nous dit le taxi time est-il oui, individualisé par aéroport sur la base oui, d'une moyenne mesurée? oui, Donc, c'est oui, oui, oui. tout à fait. C'est pour chacun des vols aujourd'hui, on a leur bloc et leur piste, hein, donc on déduit le taxi time et puis après on applique ça à chacun des vols, ouais, exactement. Alors, Marion Piré qui nous dit bonjour, est-ce possible de transmettre à la demande une extraction de l'outil Tarmac pour avoir une meilleure compréhension des résultats donnés dans les rapports d'émission? Est-ce qu'on peut avoir des choses plus fines? C'est ce que je comprends. Ah bah alors oui, alors peut-être que la convention dont j'ai parlé là, l'idée c'était bien de donner des choses assez fines pour pouvoir avoir une meilleure lecture et puis exploitation derrière. Mais voilà, peut-être qu'on pourra faire évoluer la convention en fonction de ce qui sera demandé. Mais la question est à creuser. C'est une question de notre collègue de l'aéroport de Marseille-Provence. Alors, une question très technique là. La DGAC est-elle impliquée dans le projet européen Olga? Je ne sais pas si ça vous parle. Pas à ma connaissance. Enfin, non, non, voilà, ça ne me parle pas, donc je ne peux pas vous dire. Bon, après, il y a beaucoup de questions qui vont être traitées. Alors, les émissions au-dessus d'une certaine hauteur. Alors, à quoi correspond la demi-croisière? Alors, CR, hein, si je lis littéralement ce qui Oui, est proposé. Les émissions oui. au-dessus d'une certaine hauteur représentant la moitié du trajet, l'autre moitié étant les LTO, ou la moitié du trajet sans compléter Non, LTO. Est-ce que la demi-croisière, en gros, c'est la non, la demi-croisière, LTO, mais en je vous laisse fait, le préciser. alors, oui, alors la LTO, par convention, c'est en dessous de 3000 pieds. Ça correspond normalement à un modèle, disons, raisonnable de dispersion, de diffusion, etc. Euh, Ça peut être considéré comme local, tout ce qui est en dessous de 3000 pieds. Après, au-dessus, on parle de croisière, même si en fait, évidemment, il y a une enfin, il y a une montée, mais c'est ce qu'on appelle la phase croisière, hein, en tous les cas. Et pourquoi on dit demi-croisière? C'est pour éviter les doubles comptes. Comprenez bien que si Paris compte la totalité du vol Paris-Toulouse dans ses émissions, hein, quand un vol qui fait pas Paris-Toulouse, départ Paris, arrivée Toulouse, si Paris compte la totalité du vol dans ses émissions, et si Toulouse fait pareil, quand on additionne pour avoir les émissions France, ce vol-là sera compté deux fois. Ça sera pareil au niveau mondial, ils font pareil. Si la France compte la totalité de ses vols vers les États-Unis et que les États-Unis prennent la totalité, il y aura un double compte. Donc, par convention, soit chaque pays prend que les départs et pas les arrivées, ou alors chaque pays prend la moitié des départs et des arrivées. Normalement, ça revient à peu près au même, hein. Mais voilà, c'est l'idée de demi-croisière, elle est là, c'est éviter les doubles comptes. Je ne sais pas si j'ai été clair. Écoutez, Hein, je crois très clair, donc c'est une voilà. convention hein, pour repréciser les Oui, choses, limiter les doubles oui. comptes. C'est Euh, ça. Et donc, la question se posait, alors, c'est une vraie question, pourquoi l'autre option, c'est de prendre les départs, tout le vol, mais que les départs. Oui, à la fin, comme ça, il n'y a pas de double compte. Ça, c'est un petit inconvénient, c'est que du coup, sur un aéroport, on ne va pas tenir compte de ce qui se passe à l'arrivée. Donc, si l'aéroport, par exemple, a fait des efforts pour réduire ses taxi time à l'arrivée ou pour faire du roulage à N-1 moteur ou pour réduire l'utilisation des APU, des choses comme ça, si on ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe à l'arrivée, l'aéroport va avoir une vision tronquée des choses. Donc, il est logique, quand on raisonne localement, qu'on s'intéresse au départ et aux arrivées. Donc, si après on ne veut pas de double compte, ben, la solution, c'est de prendre que la demi-croisière. Voilà pourquoi on fait ça.
Pardon Dominique, est-ce que je peux très rapidement en ligne poser une question? J'ai parfaitement compris. Autant que vous voulez. Ah, il nous reste 2 minutes. Voilà. C'est Ouais, j'ai juste. parfaitement compris ce que dit Monsieur Delors. Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie possible qui permettrait de mieux appréhender ce qui se passe sur les plateformes aéroportuaires, c'est-à-dire de comptabiliser pour un aéroport le départ, celui d'arrivée qu'on comptabilisera à l'arrivée, et puis d'imaginer un compte à part pour ce qui est de la croisière, à définir où on met la limite de la croisière. Hein, ça serait peut-être une façon aussi de comptabiliser parce que ce qui est utilisé actuellement et dont a parlé M. Delors sera utile pour des bilans généraux, hein, mais peut-être moins pour des suivis plus plateforme aéroportuaire par rapport à croisière. On imagine ça lorsqu'on on voit ce qui se passe avec les ports et puis la partie du trafic maritime dans des zones internationales ou dans des zones hors limite portuaire. Voilà, merci. Oui, mais après, voilà, il y a plusieurs conventions possibles. C'est ce qui et en général, c'est bon, si elles sont logiques, on s'en sort. Après, ce qui est là où ça pose des points, c'est qu'on commence à les mélanger, que chacun croit parler d'une chose, en fait, il parle d'autre chose. Mais tout à fait aussi, j'en discuterai bien volontiers avec vous si vous voulez qu'on regarde ça sur des cas concrets, pratiques, et regarder ce que ça peut donner. Alors, j'ai déjà beaucoup de questions hein, ce matin. Alors, on est une centaine déjà. J'ai une question d'aéroport de Paris. Bonjour, pour la Oui. demi-croisière, prenez-vous le CGD par vol ou la distance réelle départ-arrivée et tenez-vous compte de la base BADA d'Eurocontrol. C'est très très précis. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais ça doit être clair pour vous. Alors, oui, enfin, il me semble à peu près. Alors, ouais, c'est quand par exemple, quand on fait Paris-New York ou Paris-Pékin, enfin, c'est une question, hein, ou Francfort-Tokyo. GD, c'est le grand cercle, ou GC, c'est le grand cercle, en fait. Pour la distance, on le prend le long enfin, l'arc de cercle qui joint les deux pays, hein, que ce soit des grandes distances ou des petites. Après, une autre façon, c'est d'essayer d'avoir la distance réelle, parce que d'abord, les avions ne vont pas parfaitement en ligne droite. En général, au départ et à l'arrivée, ils ont des procédures, hein, ils font des circuits d'arrivée ou de départ. Ça peut rajouter quelques nautiques, voire quelques dizaines de nautiques, hein, c'est pas complètement négligeable. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours précisément, vol par vol, qu'est-ce qu'il a fait comme trajectoire réelle. Et en revanche, ce qu'on peut considérer, quand on a fait quand on a calé nos paramètres, en fait, on a pris les consommations des compagnies avec qui on a travaillé. Ils nous avaient donné des données par ville à ville, hein, pas par paire de villes. Et en fait, on a divisé les consommations en fonction du type avion, par les distances parcourues. On a eu une consommation au kilomètre moyenne qui tenait compte d'une espèce de consommation complémentaire ou évitée en fonction de la trajectoire réelle. Vous voyez, mais finalement, c'est intégré dans les paramètres. Donc, on ne le réapplique pas une nouvelle fois. Voilà. Donc, en pratique, on ne le fait pas. Non. Je sais qu'il y a des modèles qui le font, mais effectivement, après, il y a des modèles impact, justement, au contraire. Hein, eux, ils ont des modèles très précis qui tiennent compte du taux de montée, du char, de la masse de l'avion, du vent, de la température, etc. Donc ça fait des modèles très précis. Après, la difficulté, c'est de savoir pour chacun des vols quelles étaient les conditions. Et sinon, on est obligé de mettre des valeurs forfaitaires. Et finalement, à la fin, on n'est pas forcément beaucoup plus précis. Donc, nous, on a pris plutôt l'approche qui consiste à dire, on a des paramètres qui intègrent tout ça, donc on utilise ces paramètres à partir du grand cercle. Très bien. Alors, le Écoutez, modèle monsieur BADA, Delors, effectivement, je finis sur BADA, vas-y, je vous en prie. justement, c'est une base, enfin, c'est Eurocontrol qui travaille là-dessus. Mais ce ne sont pas des données publiques, donc voilà, on peut deux fois faire des comparaisons comme ça, hein, pour voir si on a des données, enfin, comme ça. On peut faire sur des échantillons, voir ce que ça donne, mais on n'utilise pas systématiquement du BADA, quoi. Et aussi parce que BADA il y a des modèles, enfin, il y a vraiment beaucoup de paramètres dedans, quoi. Donc, c'est pas comme ça qu'on a appris à approcher la chose.
Bien. Écoutez, en tout cas, un grand merci de cette présentation, de ces premiers échanges. On vous garde avec nous parce qu'il y a d'autres questions et une grande partie vont être abordées par l'intervenant suivant qui est Benjamin Rocher. Je cite juste une analyse de Thierry du collectif Citoyen 06 qui nous dit il faut comptabiliser la demi-croisière à l'aéroport de départ et celui d'arrivée avec un compte à part, personne ne se sentira concerné. Donc c'est la question finalement de non pas de la comptabilité, mais de la façon de le présenter. Vous l'avez évoqué. Je pense qu'on pourra avoir cette discussion après. Je propose, et encore merci vraiment de votre participation et de cette présentation très claire, à Benjamin de partager son... Et en tous les cas, je veux rassurer tout le monde, dans le bilan émission, enfin tout le monde, dans le bilan émission que publie la DGAC, hein, chaque année, avec des fiches aéroports, il n'y a ni double compte, ni trou, quoi. Je veux dire, il y a rien qui est laissé de côté en disant c'est ni à l'une ni à l'autre, hein, non. Et d'ailleurs, quand on somme tout ça, on retrouve les ventes, donc c'est plutôt bon signe.